Il est 20h, bonsoir à tous, tout de suite les titres de cette édition. Et à la une ce soir, l'unique appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec tombe une nouvelle fois en panne. Le ministère de la Santé tente de rassurer. Nous écouterons le témoignage du docteur Aloïse Wali Diouf, directeur de cabinet du ministre. Une pièce de rechange serait déjà disponible. Marche du 13 juillet. L'opposition promet un grand rassemblement, parrainage, libération de Khalifa Sall. Ils ont décidé de se faire entendre. Les proches du maire de Dakar sont d'ailleurs revigorés par le procureur général de la Cour d'appel qui appelle l'État à respecter la décision de la CEDEAO. 222 milliards de francs CFA, c'est l'estimation du PIB national, un chiffre estimé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui vient de restituer les résultats du projet de rénovation des comptes nationaux. Et autre chiffre, 67 milliards, coût d'investissement du premier agropole dans la zone sud. Le processus de structuration vient d'être lancé. Le projet devrait générer plus de 8700 emplois à l'horizon 2023. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. En début d'année, l'hôpital Le Dantec de Dakar avait acquis un appareil de radiothérapie acheté à 2,8 milliards de francs CFA. L'appareil est tombé en panne mardi. Il s'agit du seul appareil de radiothérapie de l'hôpital. Mais selon le docteur Aloïse Wali Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, une pièce de rechange serait déjà disponible. Écoutons sans plus tarder au micro de Ndeye Fatimlo. Beaucoup d'assurance. Je crois que l'équipe de communication de l'hôpital Aristide Le Dantec a déjà donné des éléments de réponse. Monsieur le ministre de la Santé y reviendra dans sa prise de parole ultérieurement, mais ce que je veux d'ores et déjà dire que c'est une situation qui est en voie d'être réglée. Il s'agit d'une panne liée à une mauvaise manipulation et que la pièce de rechange est déjà à Dakar. Aujourd'hui, les caméras que j'ai en face de moi tombent en panne. Il est normal que les appareils, qu'ils soient neufs ou vieux, puissent tomber en panne. L'essentiel, c'est la capacité de réaction de l'État du Sénégal, la capacité de réaction du ministère de la Santé. Et nous avons prouvé qu'en 48 heures, nous pouvons être au-devant et régler cette petite panne. Le réquisitoire du procureur général de la Cour d'appel, Lassana Diaby, redonne espoir aux proches de Khalifa Sall. Il a effectivement demandé le respect de l'arrêt de la CEDEAO. Voici quelques réactions dans ce reportage signé Kodendiaï. Le procureur général de la Cour d'appel la liberté provisoire de Khalifa Sall, tout porterait à le croire au regard de son réquisitoire. Le maire de Grand Yoff salue son courage. On fustigeait le comportement de la justice, mais au moins il y a un procureur qui est là pour remettre la justice à sa place. Et ça c'est réconfortant, intéressant, et nous saluons le courage, la détermination et surtout l'honnêteté de ce procureur. Au moins il y a un procureur honnête dans notre pays, au moins. Donc et j'espère que, Inch'Allah, mercredi, Khalifa sera chez lui. De l'avis du proche du maire de Dakar, la décision de la CEDEAO s'impose à l'État du Sénégal. On dit tout le temps que le Sénégal est un pays démocrate. C'est un pays démocratique. Donc, pour moi, l'État ne devrait même pas attendre pour qu'on lui donne des ordres qu'il exécute après. Ça c'est impossible, ça c'est incroyable. Et pour moi, c'est l'occasion pour l'État de montrer en face du monde entier que le Sénégal reste et demeure un pays de droit. À Grand Yoff, la sortie du procureur général est saluée à sa juste valeur. Pour certains citoyens interrogés, le juge Kandji doit procéder à la libération du maire de Dakar. Il n'a plus le choix parce que, comme vous le savez, c'est le procureur qui est le maître des poursuites. Si le maître des poursuites dit que Khalifa Sall doit être libéré, mais la cause elle est déjà entendue, on ne devait même pas attendre jusqu'à mercredi. Khalifa Sall, normalement hier, il devait aller chez lui, n'est-ce pas, se reposer.
comme procureur joxe na ndigal pour ñu bàyyi ko amul dara. Puisque le procureur a fait cette sortie, Khalifa Sall doit être libéré. Il n'y a plus raison de le retenir en prison si ce n'est politique. ñu ngi koy ñaanal yàlla nag pour ñu bàyyi ko ci kattanu yàlla ci dara yoon ci barke Seydi Aboubacar Sy. La décision de la CEDEAO favorable au maire de Dakar a été au cœur du procès en appel de Khalifa Sall. Le réquisitoire du procureur, fait marquant de cette audience, redonne espoir aux proches du maire de la capitale. Et les membres du JFO, la jeunesse du front de l'opposition, ont décidé de boycotter la présidentielle de 2019 si Khalifa Sall et Karim Wade ne peuvent pas être candidats. Ils appellent d'ores et déjà les chefs religieux à raisonner. Le président de la République, Macky Sall, le pointe tout de suite avec Adiara Ndiaye. La jeunesse du front de l'opposition menace de semer le désordre dans le pays si le président Macky Sall ne respecte pas ce qui est écrit dans le fichier électoral. Elle exige la participation de Karim Wade et Khalifa Sall à la présidentielle de 2019. Et j'avertis à Macky Sall, nous assumons toutes les conséquences parce que tous les meetings de Benno Bokk Yakaar, de Macky Sall et de ses partisans seront dispersés dans tous les quartiers. Ça, c'est la première résolution. La deuxième résolution est que s'il veut forcer à aller aux élections sans Karim, sans Khalifa Ababacar Sall, sans libérer les détenus politiques, nous demandons aux militaires et à la jeunesse de bloquer tous les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas d'élection et c'est faisable. Pour le secrétaire général de JFO, les chefs religieux et coutumiers doivent réagir pour raisonner Macky Sall. Qu'il ne veuille pas, il va souscrire à la compétition démocratique avec tous les leaders politiques. C'est une décision que nous donnons, nous l'avertissons et nous demandons aux hommes religieux de prendre les devants, de ne pas attendre que demain, que le pays brûle pour pouvoir après jouer les rôles de médecins après la mort ou bien de jouer des rôles de sapeurs-pompiers. C'est maintenant qu'il faut conscientiser cet homme politique, se croyant permis de tout, se croyant capable de tout, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. La jeunesse du front de l'opposition dit être convaincue de la nécessité de l'urgence de créer les conditions du départ de Macky Sall. Elle a décidé ainsi de mener le combat sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce 13 juillet 2018. Voilà, et le chapitre politique se poursuit avec 48 partis qui se sont réunis pour former le Front patriotique pour la défense de la République, défense des libertés, transparence politique. Voici autant de points pour lesquels ils s'engagent. Ils seront demain à la place de l'Obélisque pour la marche prévue contre l'exécutif. Yamakoli pour nous en parler. Le Front patriotique appelle la population à la marche du vendredi 13 juillet, ceci pour montrer le désarroi et les maux qui gangrènent le peuple sénégalais. Nous allons manifester ce vendredi-là. Nous allons lutter jusqu'au bout. C'est des questions qui sont des questions de droit, qui sont des questions de liberté, qui sont des questions essentielles pour une démocratie comme celle du Sénégal. Et je pense qu'après-demain, vendredi sera un jour important. Et à partir d'après-demain, tant que nous n'aurons pas nos revendications satisfaites, nous allons continuer la lutte sous des formes diverses. Ce leader de l'opposition magnifie les propos du juge sur l'affaire Khalifa Sall. Vous comprendrez aisément que l'on ne peut qu'applaudir. Ça va dans le sens de l'apaisement, déjà du front social qui était front social et front politique qui était en ébullition. Ensuite, c'est aussi permettre à ses parents de pouvoir retrouver leur enfant le plus rapidement possible. Une forte mobilisation pour la marche de ce vendredi à partir de 15h à la place de la Nation jusqu'au rond-point de la RTS. Ces leaders de l'opposition unis comme un seul homme comptent barrer la route au président Macky Sall. Une autre marche pacifique a fait parler d'elle. Il s'agit de la marche du collectif pour la défense des droits des personnes en situation de handicap qui a eu lieu hier. Ses membres dénoncent entre autres la non-signature des décrets d'application de la loi d'orientation sociale. Ils demandent au gouvernement de respecter ses engagements. Sujet Chantal Badji.
Le brassard rouge, symbole de le ras-le-bol, le collectif pour la défense des droits des personnes vivant avec un handicap dans les rues pour dénoncer l'injustice et la discrimination dont ils font face quotidiennement. Nous sommes des membres, comme je disais tout à l'heure, de cette société. Donc on a des droits. Nous demandons que ces droits puissent être respectés et puissent participer au développement de notre pays et au développement de notre localité. Mais si on vote des lois, alors que ces lois tardent toujours à être appliquées, il y a toujours problème. Ils exigent d'ailleurs la signature des lois portant sur la protection des droits des handicapés, la généralisation de la carte d'égalité des chances, entre autres. Ils dénoncent aussi la violence et la stigmatisation qu'ils subissent tous les jours. Ce que nous attendons, c'est l'application totale de la loi d'orientation sociale. Parce que si moi, personne en situation de handicap, je mendie, parce que je ne peux pas faire autre chose, parce que la loi n'a pas été appliquée à 100%. On a pris ce prétexte pour dénoncer tout ce qui se passe dans le monde du handicap. Depuis un certain temps, on a constaté que maintenant les gens sont en train de faire des violences physiques, sont en train de battre, de bafouer ou de fouetter des personnes en situation de handicap. On s'est dit que là c'est trop, il faut qu'on se lève et on va se battre jusqu'à la fin pour que ces lois soient respectées. Les personnes vivant avec un handicap sont des membres à part entière de cette société. Ils précisent qu'ils ne lâcheront pas l'affaire tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie vient de restituer les résultats du projet de rénovation des comptes nationaux du Sénégal. Ils apportent une meilleure lisibilité de la situation macroéconomique du pays. Le changement de base de la nouvelle année 2014 a permis la revue à la hausse du PIB national estimé à 222 milliards de francs CFA. Eladji Moussa Bey. Le basculement à la nouvelle année de base 2014 vient avec plus de précision sur la situation macroéconomique du pays. Deux changements majeurs découlent du processus impliquant d'importantes innovations. La première porte sur la couverture du PIB. Le deuxième niveau concerne l'adoption des nouveautés du système de comptabilité national 2008. L'introduction des nouveautés impacte sur le PIB qui est revu à la hausse. Il est estimé à 2220 milliards de francs CFA pour l'année de référence, soit 29,4%. Cette révision à la hausse du PIB résulte essentiellement de l'extension du couverture du PIB et aux améliorations méthodologiques pour 26,4 points de pourcentage et l'adaptation des nouveaux concepts et méthodes de comptabilisation. Le chef de l'État qui a magnifié le travail abattu par l'ANSD revient sur les fondements de la mission engagée. Ces comptes nationaux ont permis, entre autres, de mieux mesurer la contribution des différentes activités au produit intérieur brut, de mieux mesurer les dépenses de consommation des ménages, les investissements publics, les investissements privés. Satisfait de la qualité du travail abattu, le président Macky Sall entend même renforcer les moyens de la ANSD. Dans cet élan, je demande au gouvernement d'accélérer le processus de mise en œuvre ou de mise en place d'un fonds de développement de la statistique, déjà fortement recommandé par le Conseil national de la statistique. Les partenaires, notamment le secteur privé, le G50 et l'Union européenne ont eux aussi magnifié le changement de paradigme. La restitution des résultats des comptes nationaux a démontré une croissance économique soutenue de 6,4% en 2015 et 6,2% en 2016. Toutefois, l'activité économique est dominée par le secteur tertiaire. Lancement du processus de structuration du premier agropole dans la zone sud. Il s'agira d'une usine de transformation de mangue et d'anacarde. Le coût d'investissement est estimé à 67 milliards de francs CFA et le projet devrait générer plus de 8700 emplois à l'horizon 2023. Le point, Mohamedou Diallo. La mangue et l'anacarde, deux produits fruitiers longtemps sous-exploités dans le sud du pays. Un manque à gagner pour l'économie nationale qui motive la création du projet d'Agropole Sud.
80% de la production d'anacarde du Sénégal provient du sud et 55% de la production de mangue provient de cette région. Il est escompté près de 8700 emplois directs dans l'agropole. Et également en termes de quantité transformée aujourd'hui, on part sur près de 33 000 tonnes de mangue et 53 000 tonnes d'anacarde à transformer. Les coûts d'investissement sont estimés à 56 milliards pour le privé et à 11 milliards pour le gouvernement du Sénégal. Pour pouvoir leur permettre en fait de rendre leur business plan non seulement rentable, mais d'assurer également l'attractivité de cet agropole dans le sud du Sénégal. Donc il y a des mesures par exemple pour les entreprises de l'agropole qui vont exporter leur production, de pouvoir bénéficier par exemple du statut d'entreprise franche d'exportation. Un partenariat public-privé qui appelle à des mesures incitatives. En janvier 2019, la construction de l'agropole démarrera. L'inscription dans la loi des finances, un budget pour les aménagements primaires. Il y a également la sécurisation du foncier, l'allègement fiscal, mais également le fait de permettre aux sociétés d'entrer automatiquement dans le code des investissements. Le lab d'Agropole Sud sera clôturé dans 2 semaines. D'ores et déjà, des partenaires financiers s'engagent à s'impliquer. À terme, la mise en œuvre va revaloriser la chaîne de valeur des produits agricoles en facilitant leur transformation et leur distribution. Fronde des commerçants des parcelles assainies contre le géant Auchan. Pour eux, l'enseigne française spécialisée dans la grande distribution est en train de tuer le petit commerce. Leur chiffre d'affaires aurait drastiquement baissé. Reportage Abdoulaye Wadjanga. Les boutiques d'Auchan poussent comme des champignons dans les villes du pays. Cette situation inquiète les commerçants des parcelles assainies, d'où la raison de leur mouvement d'humeur. Ils exigent le départ de cette entreprise étrangère du marché sénégalais. C'est un monstre pour les petites et moyennes entreprises. Il tue l'agriculture du Sénégal parce que tous les produits sont importés de l'extérieur. Les commerçants de Guédiawaye aussi engagent le combat. Ils ne veulent pas de la présence d'Auchan au Sénégal. Le président du mouvement J'aime le Sénégal leur soutient. Il est d'avis qu'Auchan est un obstacle pour le petit commerce national. Auchan vend même du bissap. Donc ce qui est vraiment une menace pour notre économie. Donc c'est la raison pour laquelle, et les commerçants sont assez sensibilisés, raison pour laquelle ils sont venus vers nous pour qu'on porte ce combat-là. Ahmed Fall Braya, opérateur économique, partage également cet avis. Il réclame la révision des accords signés entre la société française et l'État du Sénégal. Apparemment aujourd'hui, Auchan fait même du micro-test. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? C'est à l'État de se prononcer. Les acteurs économiques ne digèrent pas la présence d'Auchan au Sénégal et cela n'est pas sans conséquence. Depuis quelques jours, des manifestations sont organisées dans les marchés de la banlieue. Ils exigent le départ d'Auchan. Accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, un accord qu'approuve l'interprofession de la pêche artisanale de Mbour. Contrairement à beaucoup d'acteurs du secteur, pour elle, la décision du chef de l'État doit être saluée. Reportage Mamadou Diop. La Fédération nationale des GIE de la pêche artisanale du Sénégal a apporté un démenti à l'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal. Pour la FENAGIPECH, l'UNAPAS qui avait dénoncé les accords de pêche signés entre le Sénégal et la Mauritanie s'est lourdement trompé. Les acteurs de la pêche de Mbour et plus particulièrement les pêcheurs n'ont jamais été contre les accords signés par l'État du Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Pour la FENAGIPECH, ces accords sont de grande utilité pour les pêcheurs de Saint-Louis. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel solennel à nos frères et amis et pêcheurs saint-louisiens pour leur dire que nous souhaitons qu'ils utilisent ces accords-là d'une manière rationnelle. Les acteurs de la pêche ont informé que Mbour a un stock de 900 gilets de sauvetage avant de prendre la défense du gouvernement pour ce qui est des moteurs hors bord subventionnés. Je voudrais préciser que l'État du Sénégal a distribué 26 000 gilets dans tous les CLPA du Sénégal. Et c'est des gilets subventionnés à hauteur de 2500 par gilet.
Et les gilets-là sont disponibles dans tous les CLPA du Sénégal. Je voudrais aussi préciser que ce n'est pas l'État du Sénégal qui distribue des moteurs. Face à la presse, les pêcheurs de Mbour veulent le maintien d'Oumar Gueye au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Car pour eux, depuis sa nomination à la tête de ce ministère, le secteur de la pêche ne cesse de connaître des avancées considérables. 9e édition du Salon international de la santé et du matériel médical qui se tiendra du 18 au 21 juillet à Dakar. Les professionnels sénégalais de la santé pourront échanger et partager des idées avec leurs confrères de l'étranger pour améliorer le secteur dans le pays. En prélude au salon, une réunion s'est tenue sur place. Ndeye Fatimlo. Au pavillon du Sénégal, le décor commence à changer petit à petit. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour que le CISDAC commence comme prévu le 18 juillet. À la vue de ce qui est autour de nous, on peut s'inquiéter. Nous rassurons que d'ici dimanche, tout sera prêt. Nous sommes en train de poser la moquette. Nous sommes en train de poser aussi les stands. Il y aura le courant, il y aura tout l'équipement en place, parce que tout est en place. Créé en 2008, après la FIDAC, le CISDAC est le deuxième grand événement du CICES. Pour cette 9e édition et pour marquer son 10e anniversaire, le salon est couplé avec la première édition de l'industrie pharmaceutique et des laboratoires. Et quand on parle de salon de l'industrie pharmaceutique, c'est aussi donner une place importante dans notre système de santé à l'industrie pharmaceutique, de manière à permettre à notre pays d'avoir ce qu'on appelle cette souveraineté thérapeutique. Et c'est une raison pour laquelle nous accueillons avec beaucoup d'intérêt le fait que cette édition soit couplée à ce salon de l'industrie pharmaceutique. Grâce au CISDAC, les professionnels de la santé issus des différents pays participants vont échanger à travers des rencontres B2B. Ces dernières vont permettre de mobiliser de nouvelles ressources pour le système sanitaire. Nous avons au Sénégal les ressources humaines qui sont capables de pouvoir promouvoir ce genre d'activité, mais aussi dans le cadre de la stratégie nationale de financement de la santé, nous avons besoin de mobiliser des ressources domestiques et cela passe aussi par des rencontres de ce genre-là pour pouvoir mobiliser les ressources financières existantes ou encore trouver des ressources innovantes. Le CISDAC est le Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. Il s'agit d'un cadre d'exposition, d'échange entre les acteurs de la santé. L'édition 2018 se tient du 18 au 21 juillet. Plus de 200 exposants sont attendus. L'Université virtuelle du Sénégal et le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes ont procédé hier à la signature d'une convention de partenariat institutionnel. Objectif, offrir un programme complet de formation aux futurs entrepreneurs. Mariem Biramba Diop. Un acte symbolique. L'UVS et le PSG s'engagent pour la formation des étudiants à l'entrepreneuriat. Cet accord, d'une durée de 5 ans renouvelable, s'adresse aux jeunes de niveau licence 2 ou équivalent au moins. Aujourd'hui, 65% des diplômés de l'enseignement supérieur sont concernés puisque non insérés. En revanche, nous accompagnons individuellement les jeunes depuis leur idée de projet jusqu'à leur business plan, jusqu'à la création d'entreprises. Et nous continuons à les accompagner pendant 12 à 18 mois pour qu'ils puissent avoir des entreprises durables. Madame l'administratrice générale, c'est que vous partagez avec nous la mission d'accompagnement de ces jeunes, mais surtout la création de richesses par le biais du développement, de la promotion de l'entrepreneuriat. Avec la signature de cette convention de partenariat, nos jeunes compatriotes, notamment les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, seront bénéficiaires aussi bien de formation diplômante, comme vous l'avez dit, mais aussi de certification dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, l'UVS et le PSG s'engagent à fournir un programme complet de formation à de futurs entrepreneurs dans les domaines porteurs de croissance de l'économie sénégalaise. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit des TIC, il s'agit de l'habitat et de la construction,
Il s'agit également de transport et logistique. Cette année, nous avons diversifié, rajouté 2 filières nouvelles que sont l'énergie et l'humide. Cette convention, une manière pour les autorités de faire face au chômage des jeunes diplômés. Et direction maintenant le département de Tivaouane, à Mekhe village, où un dara fait de plus en plus parler de lui. Vous allez le voir, le dara moderne Tasfir Demba Ndoye est un établissement où aucun enfant ne part mendier dans les rues. Un exemple qui pourrait être de plus en plus suivi. Sujet Daouda Tiandoum. En partenariat avec Kaifun, sous la bannière de la fédération Kayor Djankin, Mekhe Village a bénéficié d'un financement de Koika avec l'appui de Kaifun de la Corée et celui du Sénégal pour la modernisation de son dara dénommé Tafsir Demba Ndoye depuis 2011. Un programme essentiellement consacré aux passionnaires du dara, dont certains sont des internats. Nous les aidons dans le nettoyage des chambres, des douches. Nous les servons à manger, nous les femmes des dara. La torréfaction du café Touba fait partie de notre tâche. Ainsi, nous soutenons le fondateur du dara. De ce fait, notre devoir c'est d'aider ces enfants talibés qui laissent leurs parents pour fréquenter le dara Tafsir Demba Ndoye. Par ailleurs, le coordonnateur a décrié le traitement injuste dont sont assujettis les enseignants et administrateurs des dara comparés à ceux de l'enseignement scolaire, comme qui dirait à travail égal, salaire égal. Aujourd'hui, nous avons constaté que quelque part les enfants qui se trouvent dans les écoles formelles, disons les écoles élémentaires ou les écoles de l'État, sont bien traités par rapport aux enfants qui se trouvent dans les dara. Et aujourd'hui, ce dara-là a été enrôlé par ce programme. Et cela nous donne l'occasion même de remercier l'IEF de Tivaouane qui a beaucoup accompagné le dara et qui continue à l'accompagner. Le système de parrainage prôné par les Ndaï Dara de ce village et ses environs est un exemple que devrait s'approprier l'État du Sénégal pour régler définitivement le problème récurrent de la mendicité et des talibés traînants, selon toujours le coordonnateur. Aujourd'hui, si le Dara Mekhe village, si dans le Dara Mekhe village aucun enfant ne mendie, c'est parce que les Ndaï Dara vraiment se sont investis au niveau des Dara. Et ce sont les Ndaï Dara qui prennent en charge ces enfants. Parce que ici, au niveau de Mekhe village, chaque enfant a un Ndaï Dara. Et c'est ces Ndaï Dara-là qui s'occupent de la restauration de cet enfant. Ce sont ces Ndaï Dara-là qui viennent régulièrement, chaque semaine, pour vraiment accompagner les talibés dans le linge, pour accompagner les talibés pour le nettoiement de leurs chambres. L'hygiène, la propreté, l'entretien et l'alimentation des passionnaires du dara est à l'actif des Ndaï Dara qui ont parrainé chacune un ou plusieurs talibés. Réunion d'évaluation de la 10e édition du Festival national des arts et culture. L'occasion pour Abdoulatif Coulibaly de remettre les pendules à l'heure face aux organisateurs. Effectivement, le ministre a tenu à leur donner les pistes pour améliorer la gestion du festival, même si dans l'ensemble, il salue leur travail. Le reportage, Erwan Lebihan. Au terme de la 10e édition du FESNAC, il s'est tenu un dialogue cordial mais ferme entre le ministre d'une part et les représentants du domaine culturel de l'autre. Nous avons déjà exprimé notre satisfaction par rapport à l'organisation du FESNAC, mais il s'agit maintenant d'évaluer comment le FESNAC s'est comporté, comment nous l'avons organisé et quels ont été les résultats. Au cœur des discussions se trouve l'épineuse question du financement. À ce propos, le ministre s'est dit favorable à une réforme de l'organisation du festival. À l'origine, le FESNAC avait été conçu comme étant une biennale. Cette année, on organise chaque année une biennale. La question de savoir est-ce qu'on ne peut pas agréger les budgets qu'on met sur chaque année pour en faire retourner à le concept de biennale qui permettrait davantage d'être plus efficace et plus efficient. Abdoulatif Coulibaly assure qu'il poursuit